Les œuvres d'art nominalistes ont toujours besoin de l'intervention de la main directrice qu'elles cachent à cause de leurs principes. Dans la critique extrêmement objective de l'apparence s'introduit un élément d'apparence aussi irréductible peut-être que l'apparence esthétique de toute œuvre d'art. Fréquemment, dans les produits artistiques du hasard, la nécessité est ressentie de soumettre au choix ces procédures en quelque sorte stylisantes. Corriger la fortune constitue la fatale destinée de l'œuvre d'art nominaliste. Sa fortune n'en est pas une. C'est à cette fatalité qu'aimerait bien échapper par tous les moyens les œuvres d'art, depuis que dans l'Antiquité elle luttait contre le mythe. Chez Beethoven, dont la musique fut autant affectée par les thèmes nominalistes que la philosophie hegélienne, on peut admirer le fait qu'il imprime à l'intervention postulée par la problématique de la forme l'autonomie et la liberté du sujet arrivé à la conscience de soi. Il légitime à partir de son contenu ce qui, du point de vue de l'œuvre, reposant sur elle-même, devait apparaître comme violence. Aucune œuvre d'art ne mérite son nom si elle n'écarte pas l'élément contingent opposé à sa loi, car la forme, selon son concept, n'est forme que de quelque chose, et ce quelque chose ne peut pas devenir une simple tautologie de la forme. Mais la nécessité de ce rapport de la forme à son autre sape la forme elle-même, qui ne peut plus s'imposer comme le pur imposé à l'hétérogène qu'elle recherche en tant que forme, tout en ayant besoin de l'hétérogène. L'immanence de la forme dans l'hétérogène a ses limites. Malgré tout, l'histoire de l'ensemble de l'art bourgeois ne fut possible qu'en tant qu'effort, sinon pour résoudre l'antinomie du nominalisme, tout au moins pour la structurer et acquérir la forme à partir de sa négation. En cela, l'histoire de l'art moderne n'est pas simplement analogue à l'histoire philosophique, elle lui est rigoureusement identique. Ce que Hegel appelait le déploiement de la vérité était exactement la même dans un tel mouvement, la même chose dans un tel mouvement. La construction, la nécessité de porter à l'objectivation le moment nominaliste à laquelle s'oppose en même temps engendre le principe de construction. La construction est la forme des œuvres qui cessent de leur être imposées, qui également ne provient pas d'elles-mêmes, mais de leur réflexion par la raison subjective. Le concept de construction a historiquement les mathématiques pour origine. Dans la philosophie spéculative de Schelling, il fut appliqué pour la première fois au monde objectif et devait réduire à un dénominateur commun l'élément contingent et diffus de l'exigence formelle. On est très près du concept de construction artistique. L'objectivation est fonctionnalisée parce qu'elle ne peut plus s'appuyer sur aucune objectivité des universaux et pourtant, par définition, objectivation des impulsions. En déchirant le voile qui recouvrait les formes, le nominalisme a mis l'art en plein air, bien avant que cela ne devienne un programme non métaphorique. La pensée et l'art furent dynamisés. Il est assez juste de généraliser le fait que l'art nominaliste ne perçoive la chance de l'objectivation que dans les œuvres immanentes, des œuvres immanentes, dans le caractère processuel de chacune. Cependant, l'objectivation dynamique, la détermination de l'œuvre d'art en tant qu'être en soi-même, implique un moment statistique. Dans la construction, le dynamisme se transforme complètement en statisme. L'œuvre construite est immobile. Le progrès du nominalisme atteint par là même ses limites. En littérature, le prototype de la dynamisation était l'intrigue, et en musique, l'exécution. L'élaboration consciencieuse, opaque à elle-même quant à ses fins et prisonnière, devient dans les exécutions de Haydn le fondement objectif de la définition de ce qui est perçu comme expression d'un humour subjectif. L'activité particulière des thèmes qui poursuivent leurs intérêts, qui croient en l'assurance, une sorte de résidu ontologique, et qui servent précisément par là à l'harmonie de la totalité, évoque incontestablement l'affectation zélée, hypocrite et bornée des intrigants, des descendants du diable sot. Sa sottise s'infiltre même dans les œuvres emphatiques du classicisme dynamique comme elle subsiste dans le capitalisme. La fonction esthétique de tels moyens fut de confirmer de façon dynamique et comme résultat le processus libéré par le singulier, ce que l'œuvre pose immédiatement ses prémices grâce à un devenir. C'est une sorte de ruse de la déraison qui dépouille l'intrigant de son caractère borné. L'individu souverain devient affirmation de ce processus. La reprise singulièrement tenace en musique représente la confirmation et en tant que répétition d'une chose, en fait non répétable, elle représente également l'étroitesse. L'intrigue et l'exécution ne sont pas seulement des activités subjectives, devenir temporelles pour soi, elles représentent aussi dans les œuvres la vie libérée, aveugle et se consume elle-même
Les œuvres cessent d'être un bastion à l'égard de cette vie. Toute intrigue au sens propre et figuré dit ceci, c'est ainsi que cela se passe à l'extérieur. Dans la représentation de ce comment c'est, les œuvres d'art sont inconsciemment pénétrées par leur autre, ce qui leur est propre, le mouvement vers l'objectivation, et elles sont motivées par cet élément hétérogène. Cela est possible parce que l'intrigue et l'exécution, moyens artistiques subjectifs transplantés dans les œuvres, prennent en celle-ci ce caractère de l'objectivation subjective qu'ils possèdent dans la réalité. Ils reprochent au travail social ainsi qu'à son caractère borné tout ce qu'il y a de potentiellement superflu. Cette surabondance est véritablement le point de coïncidence de l'art et du mécanisme social réel. Le caractère de marchandise résonne à son comble à partir du moment où une pièce de théâtre, produit style sonate de l'ère bourgeoise, est travaillée, c'est-à-dire décomposée dans ses motifs les plus infimes et objectivée par la synthèse dynamique de ses éléments. Le rapport de ce procédé technique avec le procédé matériel, développé depuis la période industrielle, n'est pas encore éclairci, mais son évidence est frappante. Toutefois, ce mécanisme ne s'introduit pas dans les œuvres par l'intrigue et l'exécution, uniquement comme vie hétérogène, mais aussi comme loi de cette vie. Les œuvres d'art nominalistes étaient sans le savoir des tableaux économiques. C'est l'origine historico-philosophique de l'humour moderne. Certes, la vie est reproduite à l'extérieur par ce mécanisme. C'est un moyen en vue d'une fin, mais il réprime toute fin jusqu'à ce qu'il devienne fin pour soi-même, c'est-à-dire véritablement absurde. Cela se répète dans l'art en ce que les intrigues, les exécutions et les actions, et dans la dépravation et les crimes des romans policiers absorbent tout intérêt. En revanche, les solutions visées se dégradent en poursif. Le mécanisme réel, qui n'est par définition qu'un pour quelque chose, contredit cette définition, devient absurde en soi et ridicule pour le génie esthétique. Haydn, un des plus grands compositeurs, a de manière paradigmatique et par la configuration de ses finales imputé à l'œuvre d'art l'inutilité de la dynamique par laquelle ces finales s'objectivisent. Ce qu'on qualifie à juste titre d'humour chez Beethoven procède du même phénomène. Cependant, plus l'intrigue et la dynamique deviennent des fins en soi, ainsi par exemple l'intrigue des liaisons dangereuses devenue une absurdité du thème, et plus elles deviennent comiques également dans l'art. Plus l'émotion subjectivement subordonnée à cette dynamique se transforme en colère sans objet, moment d'indifférence à l'individuation. Le principe dynamique dont l'art pouvait espérer durablement et expressément un équilibre entre l'universel et le particulier devient protestation. Lui aussi est privé de sa magie par le sentiment formel et est ressenti comme quelque chose d'inepte. Cette expérience remonte jusqu'au milieu du XIXe siècle. Baudelaire, apologiste de la forme, mais également chantre de la vie moderne, l'a exprimé dans la dédicace du Spleen de Paris, en disant qu'il pouvait couper où bon lui semblait et où il plairait au lecteur de le faire au cours de sa lecture, car je ne suspends pas la volonté rétive de celui-ci au fil interminable d'une intrigue superflue. Ce que l'art nominaliste, organisé par le devenir, ne se fait tel qu'à partir du moment où l'on remarque l'intention de la fonction et où on la contrarie en la qualifiant de superflue. Le champion de toute l'esthétique de l'art pour l'art dépose en quelque sorte les armes, son dégoût s'étend au principe dynamique dont l'œuvre se débarrasse comme être en soi. Dès lors, la loi de tout art devient son anti-loi, de même que pour l'œuvre bourgeoise nominaliste, l'a priori formelle statique vieillissait, c'est maintenant la dynamique esthétique qui vieillit, conformément à l'expérience, tout d'abord formulée par Kuhnberger, mais qui sillonne chaque phrase et chaque vers de Baudelaire, selon laquelle la vie n'existe plus. Cela ne s'est pas modifié dans la situation de l'art contemporain. Le caractère processuel est touché par la critique de l'apparence, non seulement de l'apparence esthétique universelle, mais dans la critique du progrès au sein du statu quo réel. Le processus est démasqué comme répétition, l'art ne peut que s'en trouver honteux. Dans le modernisme est chiffré le postulat d'un art qui cesse de se plier à la disjonction du statique et du dynamique. Indifférent au cliché dominant du progrès, Beckett se fait un devoir de se mouvoir dans un espace infiniment petit sur un point sans dimension. Ce principe de construction esthétique serait au-delà du statique en tant que principe du « il faut continuer » et au-delà du dynamique en tant que piétinement, prise de conscience de la vanité de ce dynamisme.
En concordance avec cela, toutes les techniques constructivistes de l'art tendent au statisme. La fin de la dynamique du toujours semblable n'est plus que malheur. La poésie de Beckett le regarde en face. La conscience perçoit le caractère limité du progrès qui se suffit sans fin à lui-même comme illusion du sujet absolu. Le travail social se moque esthétiquement du pathos bourgeois après que le surplus du travail soit devenu réellement accessible. L'espoir de la suppression du travail et la menace de mort freinent la dynamique des œuvres d'art. Les deux choses s'annoncent en elles. Il lui est impossible de choisir. Le potentiel de liberté qu'elle laisse envisager est en même temps inhibé par la situation sociale et n'est pas substantiel à l'art. D'où l'ambivalence de la construction esthétique. Elle est tout autant capable de codifier la démission du sujet affaibli et de faire de l'aliénation absolue le propre de l'art, lequel recherchait le contraire, que d'anticiper l'imago d'un état réconcilié, lui-même situé au-delà du statique et du dynamique. De nombreux liens avec la technocratie permettent de soupçonner que le principe de construction continue d'appartenir esthétiquement au monde administré, mais il peut avoir pour résultat une forme esthétique encore inconnue dont l'organisation rationnelle annoncerait la suppression de toutes les catégories de l'administration ainsi que leur reflet dans l'art. La société, le caractère ambigu de l'art, fait social et autonomie. Avant l'émancipation du sujet, l'art était incontestablement et dans un certain sens plus directement quelque chose de social qui ne le fut par la suite. Son autonomie, émancipation vis-à-vis de la société, était fonction de la conscience bourgeoise de la liberté qui elle-même était à son tour étroitement liée à la structure sociale. Avant que cette conscience ne se constitue, l'art était en fait en contradiction en soi avec la domination sociale et le prolongement de celle-ci dans les mœurs, mais non pour soi. Depuis sa condamnation dans l'état platonicien, il y avait périodiquement des conflits, mais personne n'aurait conçu l'idée d'un art fondamentalement d'opposition, et les contrôles sociaux eurent un impact beaucoup plus direct qu'à l'époque bourgeoise, et cela jusqu'au seuil des états totalitaires. D'un autre côté, la bourgeoisie intégrait l'art plus complètement que ne le fit jamais une société antérieure. La pression du nominalisme montant repoussait de plus en plus vers l'extérieur le caractère social latent de l'art toujours existant. C'est incomparablement plus évident dans le roman que par exemple dans l'épopée chevaleresque, hautement stylisée et distanciée. L'afflux d'expériences cessant d'être remanié par des genres a priori et la nécessité de constituer la forme à partir de ces expériences, c'est-à-dire d'en bas, sont déjà réalistes. D'après le stade purement esthétique, avant tout contenu. Cessant d'être à l'avance sublimé par le principe de stylisation, le rapport du contenu à la société dont il est issu devient tout d'abord plus soutenu, et pas seulement en littérature. Les genres appelés inférieurs étaient eux aussi tenus à distance de la société, même lorsque, comme la comédie attique, ils prenaient pour sujet les rapports bourgeois et les événements de la vie quotidienne. La fuite dans le no man's land n'est pas une simple fantaisie d'Aristophane, mais un moment essentiel de sa forme. Si par l'un de ces aspects l'art est toujours fait social en tant que produit du travail social de l'esprit, il le devient expressément par son embourgeoisement. Il prend pour objet le rapport de l'artefact à la société empirique. Au début de cette évolution se situe Don Quichotte. Mais l'art n'est social ni à cause du mode de sa production dans laquelle se concentre la dialectique des forces productives et des rapports de production, ni par l'origine sociale de sorte que contenu thématique, de son contenu thématique. Il le devient beaucoup plus par la position antagoniste qu'il adopte vis-à-vis de la société, et il n'occupe cette position qu'en tant qu'art autonome. En se cristallisant comme chose spécifique en soi au lieu de s'opposer aux normes sociales existantes et de se qualifier comme socialement utile, il critique la société par le simple fait qu'il existe, ce que désapprouvent les puritains de toute obédience. Il n'y a rien de pur, de complètement structuré selon sa loi immanente, qui ne critique pas implicitement ni ne dénonce la dégradation provoquée par une situation évoluant dans cette d'échange total. Tout dans celle-ci n'existe que pour autre chose. L'aspect social de l'art est la négation déterminée de la société déterminée. Il est vrai que l'art autonome, par son refus de la société qui équivaut à la sublimation par la loi de la forme, se présente aussi comme le véhicule de l'idéologie. Dans sa distance, il laisse également intacte la société dont il a horreur.
Cela aussi est plus que de l'idéologie. C'est la société, pas seulement la négativité que condamne la loi formelle esthétique, mais même sous sa forme la plus problématique, elle représente la vie humaine qui se produit et se reproduit. L'art ne pouvait pas plus se dispenser de ce moment que de celui de la critique, tant que le processus social ne se manifestait pas comme processus de l'auto-anéantissement. Et il n'est pas en son pouvoir, en tant que dépourvu de jugement, de trancher par des intentions entre les deux. La force productive pure comme la force productive esthétique, une fois libérée du diktat hétéronome, est objectivement l'image contraire de la force enchaînée, mais également le paradigme de la funeste activité pour elle-même. L'art ne se maintient en vie que par sa force de résistance sociale. S'il ne se réifie pas, il devient marchandise. Sa participation à la société ne réside pas dans la communication avec celle-ci, mais dans quelque chose de très médiatisé, une résistance dans laquelle l'évolution sociale se reproduit en vertu du développement intra-esthétique sans en être l'imitation. Le modernisme radical maintient l'immanence de l'art au risque de sa propre suppression, de sorte que la société n'y est admise que de manière floue, semblablement aux rêves auxquels de tout temps on compara les œuvres d'art. Aucun élément social dans l'art n'est tel immédiatement, même lorsque celui-ci en a l'ambition.